Maison du Portugal, Catherine Bovay, et sa directrice, de nous accueillir ce soir pour la présentation du livre Le futurisme et les avant-gardes au Portugal et au Brésil. Et un grand merci à toutes et à tous d'être ici ce soir pour la présentation de ce livre. Alors, ce volume réunit les travaux présentés lors d'un colloque que nous avons organisé en 2009 avec la collaboration de ceux qui étaient alors les lecteurs de l'Institut Camões à Paris, Dwight Christophe, qui était lectrice à Paris 8 et qui est aujourd'hui coordinatrice de l'enseignement du portugais en France, c'est de l'Institut Camões, José Salgado, qui à l'époque était lecteur à Paris 4 et qui travaille aujourd'hui au Portugal, et aussi avec l'aide précieuse de José Manuel Esteves, qui est toujours le responsable de la chaire Linguistique à Nanterre, et nous espérons qu'il le sera longtemps. Ce beau volume a vu le jour grâce aux soins de notre ami João Heitor, des éditions Convivio Lusophones, que nous remercions chaleureusement. Vous allez donc découvrir le fruit d'un travail collectif qui a été rendu possible grâce à la participation de plusieurs collègues, dont certains se trouvent ici dans cette salle, et l'appui de quelques institutions qu'il faudrait remercier également, les universités de Paris-Sorbonne, l'Université de Paris 8, Paris-Ouest, Nanterre-La Défense et l'Institut Camões. Le volume comprend 15 études consacrées aux spécificités du futurisme au Portugal et au Brésil, dans la littérature, mais aussi dans le cinéma, la peinture, la musique. Et notre but était d'analyser les échos, les prolongements du futurisme, ses enjeux, ses ambivalences, ses contradictions. Bon, la présentation d'un ouvrage est toujours un moment émouvant, de grand plaisir, c'est une sorte, j'oserais dire, d'accouchement sans douleur, où le travail se concrétise et part à l'aventure, à la recherche de nouveaux lecteurs, et j'espère qu'ils seront nombreux. Je commencerai donc par vous parler de la conception, de la naissance de ce livre, qui est né doublement d'une frustration et d'un défi. Entre octobre 2008 et janvier 2009, le Centre Georges Pompidou a présenté à Paris une grande exposition consacrée au futurisme pour célébrer le centenaire de la publication du manifeste futuriste de Marinetti à la une du Figaro le 20 février 1909. Lors de la visite de cette exposition, qui était vraiment magnifique, très intéressante, nous avons vraiment ressenti une immense frustration. Pourquoi? Parce que les apports du Portugal et du Brésil, qui sont des apports importants, étaient complètement absents. Donc de là est né ce défi, le défi de, en quelque sorte, colmater une brèche, remplir une lacune, en quelque sorte, et de proposer, dans le cadre universitaire, une manifestation destinée à montrer que le futurisme, premier mouvement d'avant-garde du XXe siècle, a connu aussi des répercussions importantes au Portugal et au Brésil. C'est un mouvement très important qui a voulu changer la vie par l'esthétique, sans toutefois imposer des règles rigides, tout en exaltant la révolte permanente, la lutte contre l'académisme et en cherchant de nouvelles formes d'expression. Le but du futurisme était de rénover l'homme, créer un homme nouveau. Marinetti, on pourrait en discuter, voulait glorifier cet homme nouveau à travers la guerre, qui était selon lui l'hygiène, l'unique hygiène du monde. L'une des forces du futurisme fut sa capacité immédiate à fédérer des artistes d'espaces très différents. On le présente en général comme un mouvement culturel, un mouvement littéraire, mais en réalité, ce futurisme a été une véritable révolution anthropologique, et j'utiliserai un terme de Giovanni Lista, qui est l'un des grands spécialistes du mouvement. Et on peut dire qu'il touche plusieurs domaines. Alors évidemment, les arts, donc la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma, la photographie, le théâtre, la musique, la danse, l'architecture, mais aussi la politique et même la cuisine, puisque nous avons en 1931 un manifeste de la cuisine futuriste, que vous pouvez même trouver en français, édité aux éditions Métaillé depuis 1982. Même s'il fut éphémère,
et a mal tourné, notamment en Italie avec le rapprochement avec le fascisme, le futurisme a proposé un programme de renouvellement d'une humanité magnifiée par la machine. Il est largement influencé par les transformations radicales que le paysage urbain connaît au début du XXe siècle. C'est un moment où les industries se développent, l'architecture des villes se modernise, de nouveaux moyens de transport apparaissent, la voiture, l'avion, qui était jusqu'alors peu répandu, apparaissent comme des éléments nouveaux d'un environnement qui va fortement influencer cette génération. Les futuristes rejetaient la tradition esthétique et exaltaient le monde moderne. C'était ça essentiellement le but, en particulier la civilisation urbaine, la machine, la vitesse, comme nous pouvons le découvrir dans ce cri de ralliement lancé par Marinetti, qui disait ceci, je vais le citer: en avant, toujours plus vite, plus loin, plus haut, pour rénover lyriquement la joie de vivre. Quel beau projet que celui de rénover lyriquement la joie de vivre. Le manifeste futuriste fut rapidement traduit au Portugal. Le 5 août 1909, on pouvait déjà lire sa première traduction dans le Diário dos Açores. Mais il faudra attendre 1912-1913 pour que Santa Rita Pintor et Mário de Sá Carneiro, qui vivaient alors à Paris, commencent à s'y intéresser vraiment. Dans un premier temps, on appelle futuriste tout ce qui semble un peu bizarre, un peu compliqué. Et on va trouver par exemple en mars 1914, dans le journal Portugal Artístico, un poète dit futuriste, attribué à un certain Olímpio Castro Daire, qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le mouvement. Cette même année, Flamso écrit son Ode Triunfal, qui marquera la naissance de son éponyme Álvares Campos, illuminé par l'esthétique futuriste. Et vous entendrez tout à l'heure un extrait de cette ode lue par José Manuel. Mais c'est en 1915, avec les 2 numéros de la revue Orfeo, que l'importance du futurisme se consolide en tant que mouvement artistique et culturel, avec la publication de cette fameuse Ode triomphale de Campos et aussi du poème Manicure de Mário de Sá Carneiro. De ce même auteur, qui, comme vous le savez, s'est suicidé à Paris en 1916, on va trouver 2 récits proches du futurisme, Confissão do Lúcio, qui est de 1914, et Céu em Fogo de 1915. Un autre nom important qu'il faut évoquer ici est celui d'Almada Negreiros, qui publie en 1915 le célèbre Manifeste Incidentes e Bustenso, en même temps qu'il écrit Cena do Ódio, poème manifeste qui était destiné au numéro 3 de la revue Orfeo, qui n'a pas vu le jour, et qui sera partiellement publié seulement en 1923 dans un tiré à part de la revue Contemporaine. En 1916, Almada Negreiros et Santa Rita Pintor forment le comité futuriste de Lisbonne. Ils font paraître le manifeste de l'exposition de Medeu de Sousa Cardoso, un peintre portugais très important aussi lié au mouvement. Mais il faut savoir que ce mouvement ne concerne pas uniquement les artistes de Lisbonne, la capitale. Il y a un journal publié à Faro à l'époque qui s'appelle O Heraldo, où l'on publie des poètes algarvios, mais aussi les grands noms évidemment, Campos, Pessoa, Mário de Sá Carneiro ou Almada Negreiros. Et on peut dire que l'aventure futuriste au Portugal connaît son point culminant le 14 avril 1917 avec une session futuriste au Théâtre Républicain de Lisbonne, au Théâtre République de Lisbonne, où l'on va lire des manifestes italiens et portugais, notamment le Ultimato Futurista às gerações portuguesas do século XX, de Almada, qui provoque beaucoup d'opinions. Ces textes provoquent de véritables scandales. Les futuristes, enfin les modernistes portugais sont considérés comme des fous. D'ailleurs, l'un d'eux est même enfermé dans un hôpital psychiatrique, pour vous dire l'image qu'ils donnaient à l'intellectualité de l'époque. Mais ils cherchent la provocation, il y a une dimension théâtrale dans leurs textes, une dimension iconoclaste qui provoque beaucoup d'agitation, beaucoup de scandales. Alors, ces textes seront publiés en novembre dans le seul numéro de la revue Portugal Futurista qui est immédiatement saisi par la police. Donc en quelque sorte, l'aventure futuriste se termine de cette façon dans le scandale et la provocation.
Au Brésil, c'est un peu différent. Le mouvement apparaît dans un autre contexte. C'est la semaine d'art moderne qui est organisée à São Paulo en 1922 par Graça Aranha, dans un contexte déjà hostile à Marinetti. Ce mouvement va lancer une réflexion intense sur la littérature nationale, dévoilant les grands noms du modernisme brésilien, essentiellement Oswald de Andrade et Mário de Andrade. Oswald de Andrade, c'est l'auteur du manifeste Pau Brasil, dont vous entendrez des extraits aussi tout à l'heure, lus par Augusto. Organisée par des intellectuels et des artistes à l'occasion du centenaire de l'indépendance, la Semaine d'art moderne déclare la rupture avec le traditionnalisme culturel associé au courant littéraire et artistique précédent. Donc il y a un peu cette même idée, comme au Portugal, de rejeter tout ce qui était académique. Mais nous avons le plaisir d'avoir parmi nous des amis brésiliens qui ont participé à ce volume, Juliana Moraes et Fernando Paixão, qui sont spécialistes du modernisme et qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi. Et donc je vais leur demander, peut-être à Fernando, de venir nous rejoindre et de nous dire quelques mots sur l'importance de ce mouvement au Brésil. A publicação do colóquio, né, o livro que nós estamos lançando hoje, eu e a Eliane Moraes, minha esposa, ficamos conversando por algum tempo e nos demos conta de que, na verdade, talvez seja impróprio pensar ou falar em futurismo no singular. É verdade que ele está configurado nos manifestos do Marinetti, né? Mas a rapidez com que a centelha se alastrou por diferentes países e culturas só comprova o fato de que a apropriação das suas ideias sucedeu sob o prisma de um forte diálogo com a expressão local de cada país. O que existe são futurismos no plural, ao final das contas. Exagerando, diríamos que existem tantos futurismos quanto escritores ou países que deles se alimentaram em nome de uma emancipação estética. Com os escritores portugueses e brasileiros não foi diferente. E este livro que está sendo lançado aqui mostra muito bem a diversidade de vozes e inclinações futuristas presentes nos dois países, em diálogo com as suas tradições e contextos tão diferentes. Sá Carneiro e Pessoa beberam na mesma fonte, nessa mesma fonte, mas cada um criou os seus futurismos próprios, né? Como singulares foram também as apropriações de Mário de Andrade e Oswald no que se refere ao mesmo assunto. O Oswald de Andrade foi muito mais atirado, veio para Paris, conheceu o futurismo já na sua primeira viagem em 1913, começou a escrever Memórias de um Sentimentais de João Miramar logo na sequência, ficou encantadíssimo pelo futurismo. O Mário de Andrade ficou sempre um pouco mais recuado e foi inclusive o Mário de Andrade em discussão com o Oswald de Andrade que não gostou da ideia de chamar a Semana de Arte Moderna de Semana Futurista, ou de chamar-se de futurismo aquele movimento. Foi graças ao Mário que aquilo passou a ser moderno e não apenas futurista, né? Mas enfim, essa diversidade, essa singularidade de cada escritor e de cada país. Ao comparar os movimentos modernistas dos dois países, o Adolfo Casais Monteiro, que foi um grande teórico, crítico português, que viveu também no Brasil e escreveu sobre o modernismo brasileiro e português, ele afirmou certa vez que o modernismo, aspas, o modernismo português é essencialmente introvertido, ao passo que é sobretudo extrovertido o brasileiro. E complementa em seguida, não por diferenças que caracterizem os dois povos, né? Aquela ideia de que o brasileiro é alegre e tal, e o português é melancólico. Não é bem essa a questão, mas por via dos momentos diferentes que cada um deles está vivendo nessa época, e a tradição literária consequente, né? Eu penso que é bem interessante essa caracterização instintiva dos dois movimentos. Dá muito o que pensar. Os modernistas brasileiros tiveram que partir para a extroversão máxima, né, de certo modo, sufocados por um ambiente em que predominava uma linguagem parnasiana, artificiosa e desligada da nova sensibilidade. Não por acaso, eles tiveram que radicalizar no uso da língua,
afastando-se deliberadamente da origem e da sintaxe portuguesa. A urgência em torno das questões da nacionalidade exigia essa intervenção quase que pública da literatura, né, extrovertida, digamos. Já Portugal apresentava uma atmosfera em que o simbolismo e o saudosismo predominavam. A ansiedade de Orfeu era declaradamente intimista, como está claro já no prefácio do primeiro número da revista, que fala que interessa justamente a eles investigar as novas sensibilidades. Por isso mesmo, pode-se pensar em um futurismo introvertido, digamos, no caso de Portugal, né? Tese que, de algum modo, encontra abrigo nas palavras do Fernando Cabral Martins, quando ele afirma, justamente no ensaio inicial aqui da nossa antologia, ele afirma em seu ensaio que as vanguardas foram praticadas em Portugal com certa ausência de dogmatismo, justamente essa introversão. Pois bem, se formos ler agora, acho que o conjunto dos textos apresentados em nosso livro comum, penso que vários dos textos aqui reunidos acabam por confirmar, não de maneira direta, mas indiretamente, essa dualidade de posicionamentos e de culturas. Razão suficiente para sublinhar a utilidade desse trabalho, organizado pela professora Maria Graciete, pelo Esteve, todos que participaram da produção, João Heitor, conheci hoje aqui, né? E que nos faz refletir sobre esses dois países que tomaram caminhos históricos e estéticos tão diferentes. São como dois irmãos tomados por certo ressentimento, mas que compartilham da mesma herança. O futurismo, eu diria, revelou de maneira involuntária as nossas identidades e diferenças. E eu acho que o resultado é tão feliz nesse sentido que nós e a Maria Graciete, o Léo e vocês também, inseridos aí, estamos pensando justamente numa continuidade desse trabalho e estamos pensando em delinear isso conjuntamente, mas eu acho que essa aliança, essa preocupação comum também de juntar Portugal e Brasil, acho que pode trazer ainda novos frutos. Era isso que eu queria dizer e agradecer a vocês imensamente, sobretudo.